Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, journée mondiale du diabète célébrée ce 14 novembre. Le Sénégal dénombre 3,4% de diabétiques. La Covid-19 a perturbé le traitement de beaucoup de malades selon les membres de l'association qui les regroupe. Les coupures d'eau à Dakar n'épargnent pas la Médina. Les robinets du quartier populaire ne coulent plus. Une situation qui exaspère les populations qui s'en prennent à la Seine-Eau. Le match retour Sénégal-Guinée-Bissau comptant pour les qualifications de Cameroun 2022 se joue demain. Les Lions sont arrivés ce matin à Bissau. Nous retrouverons Hassan Ba, notre envoyé spécial à Bissau dans cette édition. Et puis l'article de la semaine fait un zoom sur le parcours du nouveau ministre de l'Intérieur à travers la une de Réumi Quotidien. Antoine Félix Diom, un parquetier intraitable. Ce sera l'affaire de El Hadj Malick Cissé. Voilà pour les titres. Tout de suite le développement. Bienvenue à tous. Plus de 400 millions de personnes souffrent du diabète à travers le monde. Selon une enquête de l'Organisation mondiale de la santé, au Sénégal, 3,4% sont diabétiques. L'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques demande de l'accompagnement à l'État du Sénégal. Le ministère de la Santé rassure Moussa Fall et Boubacar Dian pour le compte-rendu. Plus de 3% de la population sont atteints du diabète au Sénégal, dont 2 tiers en âge de travailler. Le diabète coûte cher selon le président de l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques. Il appelle l'État à davantage de soutien. Oui, l'appel que nous lançons, que nous cessons de lancer, c'est l'appel à la subvention. Parce que oui, l'État subventionne depuis 20 ans l'insuline. Mais les 20 ans ne concernent que les 20% des diabétiques. Les 80% d'autres, ce sont les diabétiques de type 2 qui ne bénéficient d'aucune subvention, qui n'ont d'aucun soutien. Et pourtant, à côté du diabète, ces personnes développent d'autres complications. Alors, ça rend beaucoup plus difficile en termes de coûts. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui doivent respecter le régime alimentaire. L'un dans l'autre, ça devient très compliqué. Je pense que l'État doit trouver une formule pour alléger au mieux la souffrance de cette catégorie de la population. Et là, on dira que de ce point de vue, nous réfléchissons pour essayer de voir comment atténuer le maximum possible ces souffrances. La directrice de la santé est venue représenter le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Elle annonce un accompagnement de l'État. Aujourd'hui, nous sommes passés de l'insuline animale à l'insuline humaine, mais particulièrement en 2021, grâce à l'appui de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, nous allons vers donc une autre subvention, une autre augmentation de la subvention, parce que donc nous devons nous procurer aujourd'hui pour les diabétiques du Sénégal de ce qu'on appelle les analogues de l'insuline en type de stylo. Vous savez qu'aujourd'hui, vous voyez dans d'autres pays, surtout les pays développés, qu'aujourd'hui, ils ont des stylos, ce qui permettra aujourd'hui aux diabétiques de pouvoir se déplacer, de pouvoir se mouvoir. En tout cas, comme vous le savez, vraiment, c'est une maladie sociale. Aujourd'hui, en tout cas, cette association des diabétiques, parce que toutes ces préoccupations aujourd'hui sont sur la table du ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, et également, il y aura tout le déroulé quant à la prise en charge. La journée mondiale du diabète édition 2020 est célébrée sous le thème « Le personnel infirmier et le diabète ». Fin de citation. Le diabète, une maladie qui peut être à l'origine de l'insuffisance rénale et des accidents vasculaires cérébraux, AVC. Le meilleur médicament avant tout demeure un régime alimentaire adéquat, soulignent plusieurs médecins. Diabète et Covid-19 ne riment pas. Les diabétiques sont réellement impactés par le coronavirus. Certains n'ont pas pu respecter le rendez-vous, nous dit Baye Omar Gueye. Le président de l'association sénégalaise de soutien aux diabétiques affirme que des stratégies ont été trouvées pour pallier ce manquement. Baye Omar Gueye est joint par Boubacar Dian. Oui, il est clair que la Covid a eu un impact
négatifs sur la prise en charge, notamment les rendez-vous, parce qu'il y a quand même un protocole sanitaire qui a été mis en place et qui nécessitait un réaménagement. Alors, ce dont il a été question, parce que la nature de cette maladie, je parlais de la COVID-19, nécessitait quand même des règles à prendre et surtout éviter le contact direct. Dans un premier temps, ça a créé une panique, une peur, et il fallait éviter à ce que cette panique, à ce que cette peur, justement, crée des conséquences sur la prise en charge du diabète. C'est la raison pour laquelle, donc, il a été nécessaire de s'adapter et de prendre des rendez-vous, mais sur la base aussi de stratégies avec le médecin traitant. Alors, le plus important, c'était de garder le contact direct avec le médecin. En cas de besoin, je dis bien en cas de besoin, appeler le médecin et ensemble définir une adaptation donc, du traitement. S'il y a des complications ou s'il y a nécessité, le médecin donne des recommandations et aux patients de s'adapter, de prendre en compte ces recommandations et de revenir aussi au médecin pour lui donner les résultats. Et au fur et à mesure, ça a été véritablement la meilleure stratégie qui a été adoptée. De son impact sur le diabète, on passe à ces chiffres. Voici l'essentiel du point du jour. 1069 tests ont été réalisés et seuls 24 sont revenus positifs. Un décès a été noté aujourd'hui. 4 patients sont admis à un service de réanimation et 7 autres ont été contrôlés négatifs, donc guéris. La Médina face à une pénurie d'eau depuis quelques jours. La situation commence à agacer les populations qui se plaignent également de la Sen'Eau en charge de la distribution du précieux liquide. Plus de détails dans ce reportage de Mam Seynabou Babou. Nous sommes à la Médina, à la rue 27, angle 20, plus précisément. Ici, les habitants sont de plus en plus confrontés à des pénuries d'eau, comme en témoigne cette dame. L'arrivée de Sen'Eau n'a pas changé la situation. On manque d'eau, on ne dort pas et aussi les factures arrivent beaucoup plus chères qu'auparavant. On rencontre même des problèmes pour avoir un compteur. Nous sommes vraiment fatigués. Tous les gens qui habitent à la Médina peuvent témoigner de cette situation. Pour cette lavandière, c'est la croix et la bannière pour se procurer le liquide précieux, ce qui impacte son travail. On n'a pas vu de changement, on se lève de très bonne heure pour remplir les bouteilles. On ne dort presque plus la nuit à cause des veillées nocturnes. Les bouteilles vides sont là. On est vraiment fatigué de cette situation. Les populations de la Médina, très affectées par le manque d'eau, déplorent aussi la cherté des factures. Ils implorent les responsables d'améliorer la qualité du service en réglant le problème au plus vite. Commerçants, transitaires, transporteurs, professionnels et acteurs du port autour d'un collectif. Objectif dénoncer les augmentations du prix du transport des conteneurs et l'absence d'une autorité de régulation au port. Le collectif annonce 72 heures de grève à partir de ce lundi. Nancy Diouf. La coupe semble pleine pour les acteurs du port de Dakar. Les syndicats regroupant les transporteurs, les commerçants et les importateurs du port autonome se disent asphyxiés. Les grandes compagnies maritimes augmentent fréquemment le prix du transport des conteneurs et ils n'en peuvent plus. La situation qui prévaut au port de Dakar est devenue inacceptable et intenable. Le chef de l'État, dépositaire de la confiance des Sénégalais, a donné des instructions. Celles-ci n'ont pas été respectées.
les ministères de tutelle en charge de mettre en œuvre la politique définie par le président de la République ont pris des actes réglementaires, ces textes n'ont pas été respectés. Cet après-midi, nous avons décidé, en ce qui nous concerne, commerçants, transitaires et transporteurs, de prendre nos responsabilités. Parce qu'il s'agit de nos affaires, il s'agit de l'avenir de nos entreprises et il s'agit de l'avenir de nos familles respectives. Il dénonce l'absence d'une autorité de régulation. Une grève de 72 heures est envisagée à partir de ce lundi. Cette décision que nous prenons, elle est d'abord assise sur un diagnostic précis qu'il n'y a même pas besoin de rappeler. Le diagnostic fait état d'une désintégration totale de la chaîne logistique et des défaillances notoires et gravissimes au niveau des activités de chaque acteur du maillon de la chaîne. Mais le plus grave et le plus épatant, le plus effarant, c'est l'absence d'autorité de régulation au niveau du port de Dakar. Nous avons décidé à partir de lundi, comme l'a dit mon prédécesseur, de croiser les bras pour 72 heures, de geler nos activités et nous faisons appel au gouvernement et aux associations de consommateurs. Ce qui se dessine est d'une gravité extrême et pourrait remettre en cause la stabilité sociale de notre pays. Ces acteurs du port autonome de Dakar interpellent directement le chef de l'État ainsi que les associations des consommateurs pour des solutions aux nombreux problèmes du port. Direction Touba Mbaké, la municipalité fait de l'éducation, l'adduction d'eau potable et la voirie ses priorités. Le maire de la cité religieuse en a fait l'annonce. Il présidait la session d'orientation budgétaire estimée à 4 milliards de francs. Abdoulahad Ka en a profité pour lancer un appel aux jeunes à rester et réussir au pays. Correspondance à Touba, Gorandaklo et Tchernofaï. L'éducation, la voirie urbaine et l'adduction du réseau d'eau potable dans les quartiers périphériques, des priorités de la municipalité de Touba qui, en session d'orientation budgétaire 2021, montre encore son engagement à faire de ces trois axes une de ses précédences. bëgg nañ torsion bi nga xam ne saam bi nga xam ne dañoo génn ci dëkk bi balaa naga ni déwén ñu am yoon bu ñu jaar ci ndox mi. Nous faisons de l'axe Sam Touba une de nos priorités et concernant l'adduction d'eau, nous avons déjà lancé l'appel d'offres et d'ici peu certains quartiers vont avoir accès à l'eau potable. L'autre axe concerne l'éducation qui est aussi fondamentale. Nous avons reçu l'instruction du calife pour faire de Touba une cité sans problème d'eau et nous allons collaborer avec des experts en la matière pour essayer de résoudre ces équations. Les charges obligatoires yi nga xam ne mënul wàcc commune bi loolu mooy li ñu fas yéene doxal. Abdoulahad Ka profite de la tribune pour se prononcer sur la situation actuelle des jeunes qui tentent l'aventure en mer. L'édile de la ville de Touba sensibilise davantage les jeunes à rester et réussir au pays. Il faut que ngeen xale yi ubbi seen bët yi ubbi seen bopp yi dawal seen xalaat ci réew mi. Mais Sénégal J'invite les jeunes à rester et travailler ici car l'Europe n'est pas plus riche que notre chère Afrique. Je lance un appel à tous les jeunes de ne pas hypothéquer leur vie car l'avenir de notre pays repose sur vous. Association yéen nekk ci association yéen ñi nekk ci kër yi ak seen rakk yi ànd leen fas jom manam fasina liggéey ci réew mi manam ngir bana réussite. 4 milliards, un budget prévisionnel adopté par la municipalité de Touba qui entend matérialiser certains projets essentiels pour accompagner la population de la cité sainte.
La moitié du fichier numérique du centre d'état civil de l'hôpital Aristide Le Dantec est fausse. Ces propos sont de l'officier d'état civil Abdoulaye Aou, souligne que le constat est le même partout au Sénégal, une situation encouragée par la numérisation. Abdourahmane Ly nous explique tout dans ce reportage. Abba Bakar Sam vient de Thiaroye-sur-Mer. Pour avoir un document d'état civil, il est obligé de se rendre au centre de l'hôpital de Dantec. C'est d'ailleurs son deuxième passage pour un certificat de célibat, un document qu'il ne parvient toujours pas à avoir. Mon frère m'a envoyé ici pour déposer ça, mais j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Parce que je suis venu hier, ils m'ont dit de revenir aujourd'hui avec des témoins. Je suis venu, mais j'ai trouvé beaucoup de gars. Et puis, tu vois, jusqu'à présent, je ne suis pas là-bas, quoi. Deux choses sont à l'origine de ces retards notés dans la délivrance des actes d'état civil, en croire Abdoulaye Awa. Il est officier d'état civil depuis octobre 2017. Selon lui, les agents du centre se réfèrent au registre depuis que l'imprimante est tombée en panne. Ça veut dire que quand un administré vient faire une demande pour la délivrance d'un acte d'état civil, mais l'agent est obligé d'abord de recevoir la demande, ensuite de se rendre au niveau des archives pour rechercher le registre. Il recherche le registre, il le trouve. Et parfois, l'acte sollicité par le demandeur, mais si par chance l'agent le retrouve dans le registre, il le délivre. Mais parfois, malheureusement, l'agent va au niveau des archives, il retrouve le registre, mais il ne retrouve pas l'acte. Aou précise que cette nouvelle formule de travail leur a permis de découvrir beaucoup de fraudes dans le registre. Cela veut dire que l'acte a été arraché du registre. Et quand nous poursuivons nos recherches, on se rend compte que cet acte arraché du registre, très souvent, a été vendu à un autre dans la machine. J'ai ici le listing des numéros des registres de l'année 1974 jusqu'à l'année 2018. Je vous donne l'exemple. En 1974, le dernier numéro du registre, c'est le numéro 10014. Dernier numéro du registre. Au niveau de la machine, ils ont rajouté 1445 autres actes. Et ça continue jusqu'en 2016. Parce qu'à partir de 2017, le dernier numéro retrouvé, c'est bien 550. Abdoulaye Aou dit s'être rapproché des autorités compétentes après son constat pour le leur signaler. J'ai moi-même saisi par courrier écrit la présidente du tribunal d'instance. J'ai saisi par courrier M. le maire, qui est l'autorité administrative qui m'a nommé. Donc, je suis à l'aise, moi, pour parler de fraude, parce que j'ai saisi qui de droit. Je dois préciser que le code prévoit qu'il y ait des contrôles réguliers du tribunal d'instance. Mais je dois reconnaître que ça ne se fait pas tout le temps. Depuis que je suis là, ça fait 3 ans, mais j'ai eu officiellement cette visite des juges une seule fois. Chérif Cissé lui sort du centre d'état civil avec son extrait de naissance. Il lui a fallu une semaine pour enfin l'obtenir. Il dit en avoir fait la demande à 2 reprises. La première, une erreur avait été commise sur son nom. Aujourd'hui, il invite les autorités à accélérer le processus de numérisation des documents administratifs. Parce que des fois, quand tu fais écrire à la main, souvent ils ont des erreurs en recopiant les lettres. Surtout sur les lettres là. Il fait beaucoup d'erreurs sur les lettres. Donc, je ne sais pas, c'est dû à quoi? Soit il ne se concentre pas sur le travail, je ne sais pas pourquoi. Mais à chaque fois, il y a une erreur sur ça. Bon, s'il y a la machine, certainement, ce sera facile. Donc tu vas tirer sur ton ordinateur, puis tu lui donnes, et puis le cacher, puis s'en va, c'est tout. C'est ça la solution. Il faut trouver vraiment une solution pour ça, quoi. Mais laisser ça comme ça, en reprenant la même pour tout le temps il y a des erreurs, tout le temps les gens se plaignent sur ça, sincèrement. Une numérisation des actes administratifs, c'est bien, mais la sécurisation des données, c'est encore mieux, semble dire l'officier de l'état civil. L'ampleur de la fraude, justement, est favorisée par ce que vous appelez numérisation. Parce que c'est à partir de la machine que les gens ont pu développer ce système de fraude à cette échelle-là. S'il n'y avait que les registres
L'agent, aussi véreux soit-il, mais il serait plus regardant parce qu'on reconnaîtrait son écriture. Mais au niveau de la machine, il suffit d'avoir le code de rectification ou autre, mais pour faire ce qu'on veut avec la machine. La moitié du fichier dans la machine est fausse, martèle Abdoulaye Awa, qui précise que le tribunal et le maire de Dakar Plateau en sont informés. Également, moi je ne suis ni président de la République, ni ministre. Je ne peux mettre le coude sur aucun dossier. Le secteur de la microfinance a un rôle important à jouer dans le processus de relance économique post-Covid-19, affirmation du ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Zahra Yantiam a invité les structures de microfinance à offrir des services plus adaptés aux bénéficiaires. Elle est également revenue sur la création du nouveau département ministériel consacré au secteur informel, microfinance, secteur informel, deux choses étroitement liées. Elle est interrogée par Abdourahmane Li. Ce sera dans la concertation, parce que ce qu'il ne faut pas occulter, c'est que les départements sectoriels, c'est avant tout l'orientation stratégique. Parce que la politique, avant d'être exécutée à travers les différents mécanismes, il faut l'identifier. Il faut savoir où est-ce que vous voulez aller. Et cela, ça découle de la vision même du président de la République. Donc, une fois que les différents départements sectoriels travaillent sur l'orientation stratégique, la mise en œuvre est une question de cohérence. Et cela ne posera pas problème en tant que secteur de la microfinance, en rapport maintenant avec les mécanismes que nous avons. Nous discutons pour harmoniser une offre de services maintenant qui sera exécutée à différents niveaux par les différents mécanismes qu'il y a. Donc nous sommes sûrs que si nous restons sur les orientations de M. le Président de la République, plus d'action, plus de cohérence, plus de concertation, nous aurons forcément les résultats escomptés. Le rôle et la place du système de la microfinance dans la relance de l'économie. Et c'est un point important, parce qu'aujourd'hui, au-delà de sa résilience, nous devons offrir des services financiers plus adaptés, plus accessibles aux bénéficiaires. Et c'est pourquoi il est heureux que l'État du Sénégal ait décidé de mettre 100 milliards à la disposition de ce secteur pour accompagner toutes les mutations qui doivent se faire partant des enseignements de la pandémie, pour les accompagner à mieux offrir un service de qualité aux bénéficiaires. Et nous verrons par la suite, à travers l'adoption du plan stratégique du Fonds national de la microfinance créé à cet effet, quelles sont les différentes étapes pour un secteur de l'économie sociale et solidaire et de la microfinance articulé, inclusif et surtout performant dans une atmosphère de solidarité. Le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire se prononçait en marge de l'Assemblée générale de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal, rencontre tenue ce matin au Grand Théâtre de Dakar, Doudou Ndiaye Rose. Parlons de la vente d'or au Sénégal. Ces derniers jours, le prix du métal précieux a considérablement augmenté, ce qui a affecté le pouvoir d'achat des femmes qui s'intéressent à ce commerce. Un reportage au marché Tilène par Hawa Chao. La pilule est difficile à avaler pour ceux qui s'activent dans le commerce de l'or, surtout en cette période où tout est en hausse. Une situation déplorée par les femmes, surtout en cette période de pandémie. Le prix de l'or est de plus en plus cher car il subit des hausses. Mais c'est une nécessité car acheter de l'or, c'est comme acheter un terrain. Et cela pourrait t'aider dans l'avenir en cas de besoin. Pour ces femmes, l'octroi de ce trésor se fait par tontine ou par achat direct car c'est une nécessité primordiale. Je ne fais jamais d'emprunt ni de tontine pour acheter de l'or. Par contre, j'épargne mon argent à la banque et si jamais je sens le besoin d'en acheter, j'achète directement. Selon ce vendeur d'or, le gramme de ce bijou n'a jamais connu de baisse car son prix augmente de plus en plus et cela se fait sentir sur le commerce. Ça fait 30 ans que je suis or.
L'or est un métal qui ne subit jamais de baisse. C'est un métal dont le prix ne baisse jamais. Cela fait 30 ans que je vends de l'or et je n'ai jamais connu de baisse. L'or, le désir primordial pour toute femme, subit des augmentations successives. Malgré la hausse de ce métal précieux, les femmes sont plus déterminées à l'avoir, quel que soit le prix. Le portrait du jour à présent. À 22 ans, née Aminata Sow est développeuse d'applications à la suite d'une formation en génie logiciel, réseau et système dans une école d'ingénierie de Dakar. Cependant, rien ne l'a prédestinée à ce métier. Son rêve était de devenir médecin. Pourquoi elle a bifurqué? Qui est-elle réellement? Élément de réponse dans ce portrait signé Abdurrahman Li. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ndeye Aminata Sow est aujourd'hui développeuse d'une application à seulement 22 ans au Sénégal. Quand on me voit, on dit que je suis un peu le bébé de l'entreprise parce que quand même 22 ans, j'ai tout juste une licence. Donc c'est une licence d'ingénierie en logiciel. Donc à mon âge, c'est tout à fait normal de développer. Le défi, c'est d'intégrer une entreprise où on est développeur. Et vraiment, alhamdoulilah, que je sois là. Apprendre pour s'améliorer ou améliorer, c'est d'ailleurs le rôle d'un développeur d'application. Axil, c'est l'appli qu'elle gère et qu'elle améliore à chaque fois que c'est nécessaire. L'application, c'est... En fait, nous recensons tous les endroits de Dakar. Et de Sali, Cap Skirring, etc. Donc, si aujourd'hui vous voulez sortir, vous avez un large choix d'endroits dans l'application. Nous recensons les hôtels, les restaurants, les galeries d'art. En plus de ça, il y a les soirées qui se passent chaque jour, des soirées live, des expositions artistiques. Nous recensons tous ces éléments pour que tout le monde puisse avoir les informations. Donc aujourd'hui, si vous voulez sortir, utilisez Axil. Et pourtant, elle avait un rêve différent de ce qu'elle est en train de vivre. Devenir médecin, c'est tout ce qu'elle souhaitait après son bac. Aujourd'hui, elle est licenciée en génie logiciel, réseau et système. Bon, quand j'étais en terminale, je disais que je serais médecin. C'est ce que je voulais faire à la base. Après, quand j'ai eu le bac, après il y a maintes idées qui viennent dans la tête. Et là, un oncle m'a proposé cette filière, l'informatique, qui je ne connaissais pas, mais il m'a proposé, il m'a dit, essaye, tu verras. J'ai essayé et voilà, j'ai aimé. Rien n'est facile dans la vie, semble-t-elle dire. Très jeune, elle dit avoir beaucoup galéré avant de décrocher ce travail. Bon, la recherche a été quand même compliquée. Parce qu'avant d'intégrer ici, j'ai eu à déposer dans d'autres entreprises. À la base, j'étais à la recherche d'un stage. Vu que je venais d'avoir une licence, ce que je voulais, c'est d'apprendre dans une entreprise, de fonctionnement et tout, m'adapter dans l'environnement de l'entreprise. Et j'ai eu la chance de tomber sur une opportunité comme celle-ci et je l'ai saisie. Un conseil de Bill Gates disait qu'il faut toujours saisir les opportunités qui se présentent devant soi. Elle l'a fait dans une entreprise qui offre un environnement propice à ses employés. Il y a un bon encadrement, il y a un bon esprit d'équipe ici. On travaille en cohésion, on s'entend très bien, il n'y a aucun problème. Avec le patron, ça passe très bien, ça se passe très bien, donc il n'y a pas grande difficulté à s'intégrer dans cette entreprise. Sa collègue confirme. Ici, on travaille sans stress, je dirais, vu qu'on est entre jeunes, donc on se tient à l'écoute, on s'entraîne pour une meilleure atmosphère de travail. Croire en soi, le message de la jeune fille au candidat de l'immigration irrégulière. Donc il faut croire en soi, croire en son pays et essayer de trouver quelque chose. Ne juste pas vouloir chercher un boulot dans une entreprise. Parce que si ce n'est que ça, personne n'aura de boulot. Ce qu'il faut, c'est créer et donner l'opportunité à ceux qui viendront après nous d'avoir le boulot. Et à l'endroit des autorités, c'est un peu de faciliter cette création de l'entreprise. Savoir saisir des opportunités au bon moment, croire en soi et accepter d'apprendre, peu importe l'âge. Le message de la jeune fille.
Merci pour ce portrait, Abdourahmane. Et la note de sport de cette édition concerne le match Guinée-Bissau-Sénégal, comptant pour la 4e journée des qualifications CAN Cameroun 2020. Les Lions de la Teranga sont arrivés à l'aéroport Osvaldo Vieira de Bissau ce matin. Le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football est confiant. Il soutient que le Sénégal est venu pour chercher les 3 points et se qualifier à la CAN. Saher Seck déclare que le groupe de Aliou Cissé est au complet pour cette rencontre. Il est interrogé par Hassan Ba. Écoutez, les enjeux de cette rencontre sont simples. Le Sénégal vient ici pour essayer de chercher sa qualification. On sait que si nous gagnons ce match, nous sommes qualifiés. Donc on vient effectivement avec l'ambition de se qualifier en sachant que ce sera un match extrêmement difficile. À chaque règle, il y a une exception. Donc en tout cas, nous venons modestement, humblement, mais avec confiance, jouer notre football et essayer effectivement de gagner les 3 points. Je crois que l'équipe du Sénégal aujourd'hui est une équipe qui a un statut et qui vient effectivement en étant à la première place du classement africain pour jouer effectivement son football et essayer de remporter la victoire. Même si nous savons très clairement que ce sera un match extrêmement difficile, surtout qui se déroule en l'espace de 3-4 jours. Donc on sait que ce sera un match difficile, mais c'est un match dans lequel nous aurons effectivement nos chances et nous essaierons de les jouer. Puis on avait à la fin du match notre capitaine Cheikh Kouyaté, mais qui a repris l'entraînement normalement. Donc en dehors de lui, tous les joueurs sont disponibles, mais lui-même est disponible. Donc tout l'effectif est effectivement à la disposition du coach. Et comme tous les samedis, l'article de la semaine aujourd'hui s'intéresse au parcours du nouveau ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, un parquetier intraitable selon l'auteur Mohamedou Ba, rédacteur en chef de Réumi Quotidien. Antoine Félix Diome restera dans les annales de l'histoire. Il était agent judiciaire de l'État lors du procès de Khalifa Babacar Sall et de Karim Meïssa Wade. Les détails avec El Hadj Malick Cissé et Cheikh Diop. C'est un parquetier intraitable qui barre la une de Réumi Quotidien, Antoine Félix Diome. Retenez bien son nom. Il est le ministre de l'Intérieur depuis le 1er novembre dernier. C'est un magistrat qui maîtrise le droit, qui maîtrise la procédure pénale. Et dans les dossiers de l'État qu'il a eu à traiter, il n'a jamais fléchi. C'est quelqu'un qui dit le droit tel qu'il est. Et c'est un procédurier qui maîtrise bien le droit. C'est pourquoi je vous dis, pour comprendre même sa nomination au niveau du ministère de l'Intérieur, il faut remonter aux 2 procès, le procès Khalifa Sall et le procès Karim Wade. Bon, dans les coursives même du palais judiciaire, on dit que s'il a été nommé, c'est parce que c'est une récompense même pour service rendu à l'État, entre guillemets. Il faut le dire ainsi. Mais c'est un parquetier qui est très, 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 très redoutable. Même les avocats de la défense, quand ils sont en face de Jean-Antoine Diome, mais ils ont peur, ils vous le disent carrément, parce qu'il maîtrise son sujet. Il ne lâche jamais. C'est pourquoi cette nomination est une récompense. Un juge discret mais efficace. Âgé de 46 ans, le nouveau ministre de l'Intérieur a marqué son empreinte dans les juridictions. Il est discret, il est efficace, il ne fait pas de bruit. Ce n'est pas quelqu'un qui s'exhibe comme ça. Il est très discret. Il fait les choses telles qu'il s'efface. C'est un juge très effacé. Dans le milieu judiciaire, on vous le dit, c'est quelqu'un qui est très discret, qui est très effacé, mais aussi qui est très altruiste. Il a eu un très riche parcours. Son parcours c'est fabuleux. C'est fabuleux. Mais aussi dans le milieu judiciaire, d'autres juges vous diront que c'est un bon magistrat tout court. Parce que vous vous rappelez par exemple, quand Macky a eu à le nommer procureur adjoint de la CREI, dirigé par Alindo à l'époque, les magistrats sont levés pour dire qu'il n'avait pas le grade.
Les gens ont contesté même sa nomination. Mais malgré tout, le chef de l'État a fait le forcing et on l'a nommé. Certains vous disent aussi qu'il n'a jamais été chef de parquet. Vous voyez, il a été toujours substitut du procureur. Bon, ils vous diront que c'est un bon magistrat, mais d'autres vous diront aussi qu'il est excellent dans son domaine. Antoine Diome a aussi ses temps forts. Il était au cœur de plusieurs grands dossiers judiciaires. L'affaire Khalifa Sall et Karim Wade. Toujours égal à lui-même, l'ex-agent judiciaire de l'État avait par exemple sorti plusieurs documents pour justifier les dépenses diverses de l'ancien maire de Dakar sur la base de fausses factures. Il s'est révélé le plus avec les deux procès Karim et Khalifa. Parce que grâce à lui, on peut le dire implicitement, il a contribué à l'invalidation de la candidature de Karim et de Khalifa Sall, qui étaient des potentiels adversaires de Macky Sall à la présidentielle 2019. Son éloquence force l'admiration. Antoine Félix Diome a certes séduit le pouvoir, mais pas l'opposition qui demande déjà son départ. On a vu Ousmane Ngom, on a vu Abdoulaye Diallo, on a vu Ali Ndiaye, ils étaient tous ministres de l'Intérieur. Bon, maintenant, c'est à lui de lever le pied. Il faut qu'il dissocie par exemple sa fonction de parquetier et sa nouvelle fonction de ministre de l'Intérieur. Parce qu'il gère un ministère très politique, un ministère aussi qui gère des élections. Bon, il a en face de lui une opposition. Donc il faut s'il conduit avec ses ailes, ça va être source de tension entre le pouvoir et l'opposition. Et il ne doit pas faire moins qu'Ali Ndiaye et ses prédécesseurs. Donc il doit lever les pieds et faire des compromis. Seulement l'avantage est qu'il n'y a pas un terrain inconnu. Parce que même dans les missions du ministère de l'Intérieur, il y a une activité de police judiciaire. Vous voyez. Donc il est dans son élément. Mais aussi, c'est un ministère très très politique. Il faut qu'il dissocie sa profession de parquetier de sa fonction de ministre de l'Intérieur. Il faut aussi qu'il fasse des compromis. Parce qu'il gère une opposition, il est en charge d'organiser les élections électorales présidentielles. Donc il faut qu'il prenne un peu de recul. Il faut qu'il sache négocier avec l'opposition dans un contexte politique où nous sommes. La place Washington a désormais un nouveau patron. Pour réussir sa mission, le nouveau ministre de l'Intérieur devra sans doute jouer franc jeu avec toutes les couches de la société. Fin de ce journal, mais l'information continue sur www.emedia.sn à 21h. Boubacar Diallo vous invite tous à la télé. Je vous retrouve demain pour un autre 19h45. Bonne soirée.